Bonjour et bienvenue à Télétourisme à Namur pour fêter un anniversaire, les 25 ans de la régionalisation des services d'archéologie qui sont précisément installés à Namur et qui nous réservent quelques surprises archéologiques, tout ça, sur le site du Grognon. Alors les archéologues, ils sont d'abord peut-être, c'est l'image qu'on en a, des fouilleurs et des archéologues fouilleurs. Christophe Deneville en a rencontré à Arlon. Et vous allez voir que quand on cherche, on trouve. Dégagez-la et trouvez les bords. Lorsqu'on vous parle d'archéologue, le plus connu au monde, c'est bien sûr Indiana Jones, son chapeau, ses découvertes de trésors à Hollywood. Mais ce n'est que du cinéma. L'archéologie, c'est surtout de longues heures passées à fouiller le sous-sol, comme ici, à Arlon. C'est un beau film d'aventure, mais c'est pas ça, quoi. Donc, notre métier, c'est vraiment quelque chose de très longue haleine. Hein. Donc, c'est pas la découverte, c'est un travail très long. On est très content quand on trouve une belle petite statuette. Il faut l'avouer, on est content, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision générale. Ici, c'est une agglomération romane qu'il faut comprendre. Arlon est situé sur la chaussée romaine Reims-Trèves et ce sont les vestiges de cette ancienne voie que nous foulons lors de ce tournage. Sur cette route, on découvre des petits fragments d'objets gallo-romains, type clous de chaussures, éléments d'harnachement complètement écrasés et piétinés. Donc on est bien certain que c'est la route romaine. C'est l'axe qui vient de Reims et qui file vers Trèves. Et donc c'est une route qu'on avait déjà rencontrée en 2005 sur un projet voisin. On supposait bien qu'il y avait quelque chose ici, mais maintenant, le jour, on vient avec une pelle mécanique, on décape et puis on voit oui ou non s'il y a des vestiges conservés. Puisque bon, il y a des vestiges qui peuvent avoir complètement été détruits, et puis alors il y a des zones à Arlon où il n'y a rien du tout, où il n'y a jamais rien eu. Hein. Il y a 4 maisons et les éléments les plus marquants, évidemment, ce sont les caves qui, elles, sont construites en pierre et finalement les mieux conservées, puisque ces bâtiments étaient essentiellement construits en pans de bois. C'est un travail fort manuel sous le terrain, hein. Donc c'est un travail fort manuel, puisque la mécanisation, elle est là, par exemple, pour faire les décapages, mais à un moment donné, la mécanisation s'arrête et donc on doit avancer prudemment. Et donc on ne peut pas vider une cave comme ça avec une mini-pelle, puisqu'il y a beaucoup de phases de construction et de reconstruction, et donc c'est pas aussi simple que ça. Tout ce qui est relevé sur le terrain est scrupuleusement noté, analysé, retranscrit. C'est un travail de mémoire pour les générations futures, la mémoire de notre passé gallo-romain. L'équipe est divisée en 2 lignes finalement. Hein. Il y a l'équipe vraiment du terrain qui dégage les murs et qui font apparaître tous les vestiges. Et puis il y a l'équipe technique qui, elle, est plus en retrait et qui vient régulièrement faire les relevés topographiques, photographiques des murs. Et donc j'obtiens un plan qui évolue quotidiennement. Ici, un exemple concret, on a une cave avec 2 états successifs d'escaliers. Ils ont changé l'escalier de place. Et donc, l'intérêt de bien nettoyer les murs des caves, c'est qu'on voit finalement des coutures, des réparations, des pierres qui sont brûlées, d'autres qui ne le sont pas, des enduits qui fonctionnent avec des niveaux de sol qui sont, par exemple, plus tardifs que des premiers états. Et donc, c'est exactement la même démarche que l'étude d'une église en élévation. Nous avons ici vraiment des détails architecturaux dont il faut tenir compte. Donc il n'y a pas que des dessins en plan, mais il y a des dessins d'élévation, donc qui peuvent être des reflets de construction et de réaménagement de l'architecture. Ces vestiges sont des vestiges éphémères puisqu'ils s'abîment très vite. On peut déjà le voir ici, le gel détruit les pierres. Donc on doit accepter. Nous, on doit enregistrer au maximum et le mieux possible tout ce qu'on retrouve. Et c'est notre boulot, quoi, de l'enregistrer. Nous sommes des gens qui transmettons. Archéo 2014 vous propose de février à décembre de vous guider sur un chantier de fouilles. Alors à vos chapeaux et bon Graal.
Ah, des caves pareilles, on s'en souhaiterait. À 400 mètres carrés de caves, c'est ce qu'on trouve sous la cour de ce qui est aujourd'hui le Parlement wallon à Namur. C'est aussi très symbolique, n'est-ce pas, Jean Plumier? Bonjour. Oui, bonjour, nous sommes dans un lieu très symbolique. Pourquoi? Parce que c'est ici que tout a commencé, au cœur des décisions qui concernent les compétences régionales, par une fouille en 1990, la première fouille de l'archéologie régionalisée, au cœur de ce qui allait devenir le Parlement wallon, et où on a conservé un sous-sol archéologique sur 450 mètres carrés de vestiges du XIIIe siècle, ce qui n'est pas banal dans notre région, voire en Europe du Nord. Et 25 ans, ça se fête. 25 ans, c'est un bel anniversaire, c'est l'occasion de faire le point sur les aspects scientifiques, mais aussi vers le grand public, pour leur offrir un programme très varié, partout et pour tous, sur tout le territoire de la Wallonie, dans les musées, sur les sites archéologiques, des expositions, des colloques. Puis les archéologues ne sont pas que des rats de sous-sol, il existe une archéologie dite du bâti. On a toujours le cliché d'archéologue qui fouille avec sa truelle, mais on a aussi l'archéologue qui étudie des monuments. C'est l'archéologue du bâti qui se penche ou qui se lève vers ces monuments hors sol. C'est une autre archéologie, mais qui utilise les mêmes méthodes d'investigation. Ben, la preuve sur le terrain à Liège avec ces exemples choisis par Christophe de Neuville. Alors ces deux maisons, ici place Émilie Pont 9 et 10, étaient destinées à être démolies dans le cadre d'un projet immobilier. Et on était intéressés par ces deux maisons parce qu'elles se situent donc sur le territoire de l'ancienne abbaye de Saint-Jacques. Et on avait pu observer un désaxement de la toiture par rapport justement aux façades. Donc déjà l'indice d'un bâtiment peut-être antérieur aux façades ici, 19 et 20e. Alors on voit une porte juste derrière vous, Caroline. Je suppose que c'est là que l'histoire commence. On y va? On y va, on va découvrir. Allez, on vous suit. Oui. On découvre cette façade arrière qui confirme les hypothèses puisqu'on observe une façade en pierre taillée, très différente des façades avant. Et on découvre également qu'il s'agit d'un seul bâtiment qui était ajouré de fenêtres avec des décharges mitrées. Donc ça, c'est typique à l'époque, on pensait 16e, mais en réalité, on va découvrir que ça date du 14e siècle. Donc un bâtiment médiéval, en réalité. Et la suite de l'enquête, c'est quoi alors? On va découvrir l'ancienne façade nord qui est cachée par l'actuelle façade rue. Alors, ce qui est fabuleux, c'est de retrouver une façade cachée derrière la façade 20e qui est ici. Donc, on voit très bien l'ancienne abbatiale et ici, cette façade qui a été créée à quelques mètres seulement du bâtiment médiéval. Et donc, quand on est arrivé ici, on était dans une salle de bain, tout ça a été masqué. Et on a découvert donc cette fenêtre-ci très très bien conservée, le départ de la porte du rez-de-chaussée et d'autres fenêtres associées. Donc là, on savait qu'on était face au bâtiment médiéval et on retrouve d'ailleurs cette taille typiquement médiévale 14e qui nous a permis d'aller plus loin dans les datations. La première chose, c'est qu'on commence à essayer de connaître un peu le contexte dans lequel on peut se trouver. Et on fait d'abord une petite visite à la cave, une petite visite au grenier, et c'est là qu'on va déjà prédéfinir, si l'on veut, tous les éléments qui vont nous démontrer la complexité et l'étalement chronologique possible que peut représenter ce bâtiment. Il ne s'agit plus aujourd'hui de dire un bâtiment est de style Louis XIV, Louis XVI. Je suis personnellement convaincu qu'en allant vers l'infiniment petit de ce qui se cache en dessous des planchers, dans les murs, en termes de... Je parle souvent à mes collègues de bactéries, de cheveux, de ceci, de cela, qu'on va évoluer dans la connaissance. J'explique souvent qu'un homme préhistorique, quand il taille une pierre, eh bien, c'est l'équivalent de vous quand vous faites vos frites au départ d'une pomme de terre. Et puis alors après, vous avez toutes vos frites sur la table, et bien moi je vais les rassembler, vos frites, et je vais refaire la pomme de terre. Et en refaisant cette pomme de terre, quelque part j'entre dans votre cerveau. C'est-à-dire je vais savoir comment vous imaginez votre manière, à vous, toute personnelle, de faire une frite.
Alors ici, on est dans les charpentes du XIVe siècle. Donc on réalise des relevés précis au dixième, à l'échelle 1/10, de toutes les structures, afin de reconstituer l'entièreté de la façade et aussi les assemblages. Et on travaille avec des compagnons charpentiers notamment pour analyser vraiment chaque articulation, chaque assemblage, pour vraiment aller le plus loin possible dans l'analyse. Ici, c'est vraiment l'illustration de cette complexité de bâtiment avec cette superposition de couches. Donc ici, on avait une cloison derrière laquelle on a trouvé des manuscrits cachés, puis ce décor Louis XVI, et derrière ce décor du XVIIIe, un décor du XVIe siècle, mais tout à fait exceptionnel. C'est vraiment le fait de découvrir, de dégager couche par couche qui nous a menés vers cette découverte tout à fait exceptionnelle qui a justifié l'arrêt du processus de démolition, la sauvegarde, le classement et l'expropriation pour y créer le Centre d'archéologie du bâti. Alors Guy Faucamp, si vous permettez, d'une certaine manière, vous faites partie du patrimoine. Hein. Un petit peu. Vous en êtes le photographe de référence. Et dans le cadre de cette année, Archéo 2014, vous nous donnez dans la collection des dossiers de l'IPW un remarquable ouvrage que vous avez dirigé sur les métiers de l'archéologie. Voilà, j'ai eu l'envie de montrer un petit peu que l'archéologie, ce n'était pas uniquement les fouilleurs qu'on a l'habitude de voir sur le terrain, mais aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit jamais. Et d'où cette idée de reportage qui va se concrétiser par le livre que vous avez en main et par une exposition. Je crois que c'est une perspective que vous mettez toujours en avant, c'est d'aller chercher un peu l'homme, l'humain derrière, disons, l'archéologie ou le patrimoine au sens large. Je trouve que c'est quelque chose d'important parce que justement, le patrimoine ne serait pas comme il est maintenant, l'archéologie ne serait pas ce qu'elle est maintenant s'il n'y avait pas tous ces hommes, toutes ces femmes qui travaillent très souvent dans l'ombre. Vous savez combien de photos vous avez pris dans votre carrière ? Oh, je dois tourner autour des 100 000 maintenant. D'accord. Et puis c'est un livre qui est doublé par une exposition originale, si je puis me permettre. Voilà, l'idée est de faire descendre l'archéologie dans la rue et d'aller à la rencontre du public. Donc on a décidé de faire une exposition qui se faisait d'abord en extérieur, qui va être itinérante dans une vingtaine de villes wallonnes. Et en général, cette exposition est liée avec un événement qui a trait à l'archéologie, un colloque, des réunions d'archéologues ou éventuellement des fouilles. Alors ce télétourisme tord un peu le coup aussi aux idées reçues sur l'archéologie et les archéologues et remet les idées en place précisément. C'est pas qu'Indiana Jones, un archéologue. Ceci dit, quand il fouille, il lui arrive très souvent de trouver. Et alors à ce moment-là, c'est fabuleux. Il y a tout un processus scientifique concernant différents métiers de l'archéologie qui se met en place. Myriam Marchand a enquêté à l'Institut des sciences naturelles. Derrière cette façade bien connue se cache un autre monde. Un dédale de couloirs et de laboratoires où se trament les arcanes de l'histoire. Bienvenue à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, un centre de recherche à la renommée internationale. Les sciences naturelles comprennent plusieurs disciplines qui permettent en fait d'approcher l'environnement dans lequel se situaient les occupations du passé et aussi de documenter les interactions entre cet environnement et l'homme. C'est vraiment passionnant comme métier parce que c'est vraiment reconstituer à l'aide d'une série d'indices, finalement, tout un univers passé, tout un monde qui a existé, parfois il y a des milliers d'années, et d'approcher le quotidien, en fait, de ces populations. Il y a d'une part les disciplines en archéozoologie, qui étudient donc les vestiges animaux, mais aussi plusieurs disciplines qui étudient les restes botaniques, comme la carpologie, l'étude des macrorestes végétaux, des graines, la palynologie qui étudie les pollens anciens ou encore la géoarchéologie. On va en fait chacun apporter une série d'informations qu'il faudra confronter et qui sont aussi complémentaires pour approcher donc cet environnement ou l'exploitation des ressources animales. Le géoarchéologue est avant tout un géologue et donc il va tenter de faire parler les sédiments sur lesquels se sont implantées les occupations anciennes. Mais on s'intéresse également à tous les objets, les artefacts qui ont été issus des fouilles ou les matières premières. Donc là, on parle de pierres de décoration, de silex taillé, etc. Et grâce à des études poussées, on peut en retrouver les origines. Et ça nous donne plus alors des informations sur
le comportement de l'homme par rapport à ses ressources au cours du temps. Les restes humains vont nous révéler énormément de choses sur le mode de vie des populations anciennes. Par exemple, comment elles s'alimentaient, quelles étaient leurs activités physiques, quelle était leur démographie, le nombre d'hommes, de femmes, s'il y avait des juvéniles, également des renseignements sur leur pathologie. Alors l'archéozoologie est une discipline qui étudie les relations entre l'homme et les animaux dans le passé. Alors notre objet d'étude, c'est principalement des ossements de mammifères, mais on étudie également des coquilles de mollusques, parfois des restes d'insectes pour reconstituer le paléenvironnement. Donc la plupart du temps, on étudie les déchets de consommation des populations du passé, mais on retrouve aussi les témoins de leur vie quotidienne. Donc ici, il s'agit à la base d'un radius de bœuf, comme celui-ci, sauf que la surface est complètement polie, complètement lissée et aplanie, ce qui indique que l'ossement était utilisé comme patin à glace. Cette pratique est attestée en fait par l'iconographie et assez bien connue pour le Moyen-Âge. Il y a d'autres témoins de cette pratique. L'archéobotanique va couvrir de nombreux champs d'explication et d'information, c'est-à-dire qu'elle va couvrir autant vraiment le paléenvironnement, donc dans quel environnement se sont installées les populations du passé, dans quel environnement ont-ils vécu, et comment ils ont utilisé la végétation aux alentours pour vraiment s'installer et avoir des ressources pour vivre. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'archéobotanique, c'est-à-dire qu'on va avoir site par site, période par période, sur tout le temps qu'on étudie, donc c'est-à-dire de moins 10 000 à nos jours, vraiment une évolution de comment l'environnement s'est transformé et comment l'impact de l'homme a transformé l'environnement. La finalité de nos recherches, c'est bien sûr la diffusion des résultats, d'une part vers la communauté scientifique, au travers donc de publications dans des revues spécialisées, mais aussi vers un public plus large, dans des publications de vulgarisation ou dans le cadre d'expositions. Ça ne peut être qu'ici. Hein. On m'a dit il y a une caverne d'Ali Baba à découvrir. Vous avez vu le parcours du combattant là. Et j'ai même pas le droit de vous dire où je suis. Juste qu'on est en province de Namur, au centre de conservation du patrimoine mobilier du service régional wallon de l'archéologie. Je me doutais quand même que j'allais rencontrer quelqu'un que je connais depuis le temps. Isaline Raskin, bonjour. Bonjour. Vous surprend en plein travail, en plein inventaire. Franchement, à première vue, on se dit, je sais pas, je suis dans une boutique de petit outillage, mais quel rapport avec l'archéologie? Alors oui, de fait, c'est pas monstrueusement attrayant, hein, soyons bien honnêtes. Ce sont des boîtes, majoritairement en plastique, mais le but, en fait, c'est que l'archéologie, c'est tous les jours un archéologue qui fouille, c'est tous les jours des objets qui, finalement, doivent être extraits et ils doivent atterrir quelque part avant d'atterrir dans un musée. Ici, voilà, en l'occurrence, et ça en fait des centaines, des milliers? Ça en fait, pour l'instant, 11 000 et on n'a même pas 1% de tout ce qui a été récolté en Wallonie. Allez, je vous mets au défi, là. Vous me dites que ces boîtes sont précieuses, ou en tout cas ce qu'elles contiennent. Prouvez-le-moi. Hein. Une boîte? Une boîte au hasard. Au hasard, complètement. Une boîte qu'on peut donc ouvrir et manipuler. Voilà, simplement à quoi ça ressemble à l'intérieur d'une boîte. Je peux toucher? Oui, parce que c'est vous. Ah, quel honneur. Doucement, voilà. Quelle émotion aussi. Hein. C'est quoi, vous faites? Alors, vous avez simplement une assiette, hein, ça, c'est pas compliqué. Ouais. La seule chose, c'est que l'assiette, elle a 2000 ans, là, quand même. Ouais. Et vous avez ici la marque du potier à l'intérieur. C'est sa signature? C'est sa signature. Alors, c'est une signature un peu bizarre. Hein. C'est pas de l'épigraphie, donc c'est pas des lettres. C'est XX bar, donc XX1, c'est potentiellement 21, on ne sait pas. Donc ça donne déjà des indices sur le potier, potentiellement un alphabet. Voilà, et peut-être qu'un jour, on va retrouver un autre monogramme comme ça. Oui, bien sûr. Et on se dira que c'est du même potier, sans Exactement. doute. Et puis un jour, on saura peut-être qui est le potier.
Un spécialiste. Oui, un spécialiste. Bon, franchement, ça m'a beaucoup touché, beaucoup ému, mais on n'est jamais assez prudent, comme on dit. Ce parcours complet de l'objet, ici au centre de conservation, et avant de se retrouver dans une de ces expositions, voire dans un musée, Myriam Marchand l'a pisté pour vous. Conserver du matériel archéologique demande un savoir-faire particulier. Au centre de conservation de l'Institut du patrimoine wallon, expertise et organisation sont les maîtres mots. La conservation préventive, c'est à l'opposé de la restauration, on va dire. La restauration, c'est tout à fait curatif. Ça, c'est le médecin qui va soigner le patient. Tandis que moi, c'est plutôt la phase où on va mettre tout en place pour que le patient ne tombe pas malade et puisse vraiment vivre sa vie sans difficulté. Les caisses arrivent ici et une par une, elles passent ici au poste de récollement. Ça veut dire récolter un maximum d'informations sur cet objet. Donc on enregistre de quelle caisse il provient, de quel lieu il provient, la fouille, qui a fouillé, qui a étudié cet objet. Puis à partir de ce moment-là, nous on fait un constat d'état sanitaire, c'est-à-dire qu'on regarde l'objet sous toutes les coutures et qu'on encode dans l'ordinateur son état. Est-ce qu'il est corrodé, est-ce qu'il est fragilisé? Marie, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? Oh là 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 là. La reprise de corrosion. Si on constate qu'un objet a une des reprises de corrosion, par exemple, peut-être qu'il a été mal stocké avant d'arriver chez nous, alors à ce moment-là, on le renvoie au laboratoire de restauration. Avec des locaux climatisés, tant au niveau de l'humidité que de la température, le matériel conservé ici fait l'objet d'une attention toute particulière. Notre travail ici, c'est de choisir les matériaux adéquats et de donner un conditionnement qui correspond au type de matériaux qu'on a en présence. Voici un exemple de ce qu'on peut avoir dans nos collections. Ici, c'est un squelette humain qui provient de Namur. Les ossements sont conditionnés dans des sacs en polyéthylène. Et pour ce qui est du crâne, il est mis à part dans une boîte qu'on a fabriquée sur mesure pour lui. Comme ça, il est vraiment protégé et risque de n'avoir aucune contrainte par les objets qui sont à côté. Si un musée désire exposer ses pièces, il doit prendre contact avec le service public de Wallonie. Et alors, on établit une convention de prêt. Nous, on prépare alors le matériel, donc on lui fait un conditionnement particulier qui pourra permettre à l'objet d'être déménagé sans dommage et d'arriver entier au musée où il sera exposé. Fondé en 1849, le musée archéologique de Namur est l'un des plus anciens du pays. Situé dans l'ancienne Halle-aux-Viandes, il possède de petits trésors issus des collections régionales. Il y a des objets uniques en Belgique. Il y a par exemple le gobelet à course de char de Couvain, qui est un gobelet d'époque gallo-romaine, décoré, qui représente les jeux du cirque. C'est le seul exemplaire connu en Belgique. Il y en a quelques autres. Il y a la fameuse corne de Samson. Il y a 3 exemplaires en Belgique, mais c'est le seul de la fin de l'époque romaine. Il y en a d'autres comme ça. Au musée, ici, nous ne sommes pas équipés pour effectuer des restaurations compliquées. On peut juste remonter de la céramique, mais c'est tout. Et donc, quand les objets sont abîmés, on fait soit appel à des restaurateurs indépendants, mais il faut un budget pour pouvoir le faire. Et comme ces objets appartiennent à une ASBL, la Société archéologique de Namur, c'est en fonction de l'état de ses finances et de l'urgence de l'intervention. Ou alors, parfois, on fait appel à des services officiels, comme la direction de l'archéologie du SPW ou bien les laboratoires de l'IRPA, lors de partenariats qui sont conclus pour des opérations particulières, comme des expositions ou bien des programmes d'études de certaines pièces. Ah oui, je pense que ce serait un objet qui mériterait de retourner au laboratoire de restauration. Notamment, on a ici encore des adhésifs. Et puis, la présence de ce carton, de l'adhésif ici, ce sont toutes des pratiques qu'on ne fait plus du tout maintenant. C'est effectivement un vieux bâtiment, ce n'est pas du tout l'idéal en matière de conservation. Et c'est une des raisons pour laquelle nous sommes engagés dans un processus de transfert vers un nouveau musée archéologique qui est en cours de construction. Et effectivement, dans ce nouveau bâtiment, toutes les normes de conservation préventive pourront être respectées et mises en œuvre avec beaucoup plus de facilité.
Eh bien, bon 25e anniversaire à l'archéologie en Wallonie, d'une certaine manière. Ça se fait tout au long de l'année. Informez-vous sur le site très complet archéo2014.be. Il y a le livre de Guy Faucamp que nous avons évoqué, consacré au métier. Et puis, il y a aussi un coffret de 11 carnets du patrimoine consacré à l'archéologie en Wallonie du Paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Ceci dit, aujourd'hui et même demain, en ce qui concerne Télétourisme, c'est un voyage qui aura lieu au mois de septembre en Irlande. Des petits clins d'œil, les services d'archéologie de la Wallonie sont installés rue des Brigades d'Irlande. Que diriez-vous d'un voyage à Dublin en compagnie de Guy Lemaire du 22 au 26 septembre? Votre programme vous mènera à la découverte de lieux incontournables que sont la brasserie Guinness, la distillerie Jameson, le quartier animé de Temple Bar, les grands édifices de la capitale irlandaise ou encore ses places géorgiennes. Vous dégusterez les spécialités gastronomiques irlandaises et vous séjournerez dans un magnifique hôtel historique en plein centre. Vous délaisserez aussi l'ambiance de cette ville cosmopolite pour d'autres escapades à la découverte de châteaux, d'anciens sites monastiques, de jardins dans le comté de Wicklow et la vallée de la Boyle. Une occasion unique de vivre ou de revivre un voyage télétourisme en compagnie de Guy Lemaire et de son équipe. J'y serai, vous aussi j'espère. Alors, convaincu, consultez notre programme sur le site de la boutique RTBF ou auprès de l'agence Deltour au 04 355 80 16.